La mobilisation citoyenne, celle des jeunes en particulier, peut-elle sauver notre planète de la catastrophe climatique annoncée? On en parle dans le Grand Angle avec Armelle Lecomte et Yacine Aït-Kassi. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Merci d'être avec nous dans 64 minutes. Alors, je vous présente en deux mots. D'abord Armelle Lecomte, vous êtes la responsable climat et énergie de l'ONG Oxfam. C'est une organisation, il faut le rappeler, qui lutte dans le monde entier pour faire d'abord reculer la pauvreté. Mais on sait que la pauvreté est très souvent liée et même aggravée par les dérèglements climatiques. Et puis à côté de vous, donc Yacine Aït-Kassi, vous êtes un artiste au départ, un dessinateur, militant de la cause climatique. Vous avez notamment créé Elix, qui est un petit personnage qui est devenu la mascotte de l'ONU, l'ambassadeur mondial de l'ONU pour le climat. J'ai envie de vous poser une première question identique à tous les deux. Pour vous, où en sommes-nous en 2019 dans cette lutte mondiale pour le climat? Armelle Lecomte. On est dans un contexte effectivement qui est difficile. Je pense que la catastrophe qui vient d'avoir lieu, le cyclone Idai au Mozambique, nous montre que malheureusement les impacts du changement climatique continuent d'être dévastateurs, et notamment pour les populations les plus vulnérables dans les pays en développement. Et que malgré l'accord de Paris, qui était effectivement un moment historique, eh bien l'action concrète, notamment au niveau des États aujourd'hui, est encore insuffisante. Et donc c'est pour ça qu'il est majeur que les citoyens mettent la pression sur leur gouvernement, notamment en France, mais aussi dans le reste du monde, pour bien accélérer cette action, parce qu'on le sait, quand les États se sont engagés à Paris, eh bien, leurs engagements nous mettaient sur une trajectoire de réchauffement de 3 degrés. Ouais. Et aujourd'hui, le compte n'y est pas encore. On va y revenir. Yacine Aït-Kassi, la même question. Votre photographie de l'état des lieux? En fait, on vit un moment vraiment historique, un momentum, parce que certes, il y a cette accélération à la fois du changement climatique et de ses effets. Il y a également une accélération de la mobilisation et de la prise de conscience. Depuis le mois de septembre, on vit un moment absolument incroyable qui n'est jamais vu de mémoire de militants climat. D'abord avec cette mise en garde du secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, qui nous dit nous avons 2 ans pour changer de cap. C'est une course qu'on peut gagner, c'est le nom du sommet d'ailleurs. Et puis ces mobilisations dans le monde entier, le phénomène Greta qu'on voit à l'écran derrière, et aujourd'hui une espèce de bataille tous azimuts, et qui n'en est qu'à ses débuts. Mais ces alertes, ces signaux d'alarme, on les entend depuis des années, depuis la COP21, ça va bientôt faire, c'est plus de 3 ans. Qu'est-ce qui s'est passé? Des promesses, toujours des promesses? On a l'impression qu'il y a plus de promesses que de faits concrets? Ou bien est-ce qu'il y a des pas qui ont été faits quand même, des avancées, des progrès? Oui, le tableau n'est pas complètement, sombre, mais le problème, c'est qu'il y a eu certaines avancées, certains pays dans le monde. Il y a 16 pays qui, aujourd'hui, respectent les engagements qu'ils ont pris à l'accord. 16 pays sur 196. Sur 196. Donc vous voyez l'échelle et le chemin. 180 pays n'ont pas respecté pour l'instant leurs promesses. Non, y compris malheureusement la France. Donc c'est pour ça que c'est formidable de voir cette mobilisation aujourd'hui, parce que on a vraiment, c'est ça aujourd'hui qui, je pense aussi, fatigue les citoyens, c'est d'avoir toujours beaucoup de discours, des dirigeants qui disent oui, le changement climatique existe, qui ne nient plus cette réalité, mais quand on doit passer aux actions concrètes pour limiter les réductions de gaz à effet de serre, pour développer les énergies renouvelables, pour inciter les citoyens à changer leur comportement aussi individuel, et surtout à réguler le secteur privé pour que lui aussi change ses pratiques, et bien là, il y a un grand fossé. Du lobby du secteur privé, enfin de certains secteur industriel, mais tout de même, on sait déjà que si les États respectaient les engagements, si les 196 États respectaient les engagements qu'ils ont pris à la COP21 en décembre 2015, eh bien, ça ne couvrirait qu'un tiers des réductions nécessaires. C'est correct. Il faudrait en fait faire 3 fois plus d'efforts que ce qu'on a promis de faire à Paris. C'est ça, et c'est pour ça que ce qu'a fait l'accord de Paris, ce qui est contenu, on savait que c'était pas une baguette magique pour répondre à tout, et que les États devraient revenir à la table des négociations pour faire de nouveaux engagements. Et notamment, il y aura un grand sommet sur le climat à New York en septembre prochain, et on attend des États... On a envie de dire un sommet de plus. Oui, un sommet le dernier peut-être. Voilà. C'est-à-dire c'est vraiment la sonnette d'alarme, parce que la COP24, on a vu à Katowice, les États n'étaient très peu présents, les chefs d'État n'étaient pas là. Et là, en fait, on utilise l'Assemblée générale des Nations Unies pour être sûr que les chefs d'État soient présents, pour, entre guillemets, leur tirer les oreilles. Quand vous dites le dernier, ça veut dire qu'après, c'est la catastrophe finale? Ça veut dire que si à ce moment-là, les demandes ne sont pas entendues, on risque malheureusement de voir apparaître des formes de contestation de plus en plus radicales. Comme ça se développe d'ailleurs en Angleterre récemment. Il y a des nouvelles formes de manifestations pour défendre le climat.
Il y a effectivement le groupe Extinction Rebellion qui s'est créé en Angleterre et qui va démarrer, d'ailleurs qui est un mouvement international qui démarre à Paris demain après-midi, place de la Bourse, à 14h. Ils ne se contentent pas de faire des manifestations? Non, ils vont un cran plus loin avec des opérations de désobéissance civile. C'est-à-dire il y a une forme d'alerte générale aujourd'hui sur le climat, et à force de ne pas être entendu, à force de ne pas donner en fait aux populations, aux citoyens des gages d'avancées concrètes, en fait, c'est comme si on obligeait les gens à se défendre, à être quasiment en situation de légitime défense. Oui. Un mot sur Elix, ce petit personnage que vous avez créé. C'est la mascotte donc, de l'ONU aujourd'hui. Il est présent dans les documents officiels de l'ONU, c'est ça? Expliquez-nous comment il se manifeste dans son rôle de mascotte de l'ONU. On le voit là. Et l'X, oui, là c'est le premier article de la Déclaration universelle des droits de l'homme qui était en homepage du site des Nations Unies en décembre. Ouais. C'est le premier ambassadeur virtuel des Nations Unies, parce que c'est un personnage universel, donc qui peut s'adresser à n'importe quel citoyen de la Terre de manière non verbale et bienveillante, et qui peut donc faire passer des messages qui parfois sont complexes sans les simplifier, mais en les rendant accessibles à tous. D'accord. Et vous avez créé dans la foulée une fondation Elix. La fondation, oui, dont le but est justement de promouvoir ces grands textes et ce plan de bataille des Nations Unies qui s'appelle les objectifs de développement durable, avec tout type d'acteurs, c'est-à-dire aussi bien les entreprises, les citoyens et les institutions. Alors, est-ce que on a parlé de la mobilisation des jeunes, est-ce que vous pensez qu'elle sera plus efficace, mieux entendue par les gouvernements parce que les manifestants sont jeunes? Qu'est-ce qu'elle a de spécifique, cette mobilisation de la jeunesse? Elle est spécifique parce que forcément, les jeunes aujourd'hui qui ont 15-16 ans, c'est eux qui seront touchés par les impacts les plus graves. Quand on parle de 2050, 2060, les dirigeants actuels seront morts. Voilà, oui. Les dirigeants actuels ne seront plus là, mais quelqu'un comme Greta Thunberg, elle sera encore là en 2050. Donc c'est peut-être ça la différence principale, c'est que les hommes politiques sont toujours dans le court terme. Mais c'est ça le problème aujourd'hui. C'est aussi le sens de ce recours devant la justice de l'affaire du siècle qui a été déposée. J'allais vous me précéder. Oui, allez-y. Donc c'est l'affaire du siècle. Non, mais c'est parce qu'on parle de toutes les formes de mobilisation aussi qui arrivent aujourd'hui. Donc de voir il faut rappeler ce que c'est l'affaire du siècle. Donc ils ont introduit un recours devant le tribunal administratif. C'est ça. On voit l'image effectivement. Voilà. Donc 4 ONG dont Oxfam, donc ils attaquent Greenpeace. La France pour inaction climatique. Voilà, c'est ça. Parce que justement, c'est cette distinction qu'on fait entre les discours, de prendre des engagements, mais ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que la France ne tient pas des engagements qu'elle s'est elle-même fixés. Donc elle ne respecte pas ses propres lois. Et donc, je veux juste donner 2 exemples. Les émissions de gaz à effet de serre de la France repartent à la hausse depuis 2015, et la France fait partie des 2 pires pays en Europe pour le développement des énergies renouvelables. Donc un recours en justice, c'est pour dire... Mais ça sert à quelque chose d'attaquer en justice? C'est une action qui est historique en France, qui a eu lieu aux Pays-Bas, et la justice aux Pays-Bas a contraint le gouvernement à réduire de 25% leurs émissions. Donc, et c'est pour ça que le gouvernement néerlandais l'a fait ou pas? Oui, parce qu'il a été contraint par sa propre justice pour agir, et donc c'est pour ça que cette action, elle est nouvelle, mais c'est aussi pour mettre devant... C'est plus que symbolique, c'est plus que symbolique. Bien sûr, c'est une action historique, et ce qu'on souhaite, nous, c'est que l'État français soit condamné et que la justice oblige le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour développer les renouvelables, pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Donc c'est une forme d'action efficace. C'est une autre forme pour mettre devant leur responsabilité les dirigeants. Alors il faut avancer parce que pour expliquer souvent les lenteurs des engagements pris par les politiques en faveur du climat, on parle souvent des lobbies. Et je voudrais vous faire écouter celui qui était ministre de la transition écologique en France, Nicolas Hulot, le jour où il a annoncé sa démission du gouvernement français, notamment à cause de l'influence des lobbies. Et voilà la déclaration qu'il a faite sur France Inter. Ça va paraître anecdotique, mais pour moi c'était symptomatique, et c'est probablement un élément qui a achevé de me convaincre que ça ne fonctionne pas comme ça devrait fonctionner. On avait une réunion sur la chasse, avec une réforme qui peut être une réforme importante pour les chasseurs, mais surtout pour la biodiversité. Mais j'ai découvert la présence d'un lobbyiste qui n'était pas invité à cette réunion. Et c'est symptomatique de la présence des lobbies dans les cercles du pouvoir. Et il faut à un moment ou à un autre poser ce sujet sur la table, parce que c'est un problème de démocratie. Qui a le pouvoir? Qui gouverne? Des mots assez durs, on le sent très ému. Une réaction?
En fait, ça a été un point de départ, en tout cas pour la France, parce qu'encore une fois, il y a eu cet appel d'Antonio Guterres, mais ça a créé un vrai électrochoc quand Nicolas Hulot se demandait où sont les citoyens quand on parle de ces sujets. Ils sont dans la rue aujourd'hui. Et par rapport au lobby, ça a développé aussi cette idée de lobby citoyen qui traverse en fait toute la mobilisation. L'Agora climatique qui a eu lieu le 27 janvier sur la place de la République, on a demandé aux citoyens d'émettre des propositions. Il y avait une proposition très drôle de dire faisons un crowdfunding pour pour soudoyer encore plus les lobbyistes que le font. Voilà, exactement. Mais en fait, c'est la question principale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un grand appétit de démocratie et c'est aussi ce qu'on voit aujourd'hui dans la rue. Et ce lobby citoyen, c'est tout simplement à la base, au départ, ce qu'on devrait appeler la démocratie. Armelle Lecomte, la démission de Nicolas Hulot, elle a servi à quelque chose? Oui, je pense qu'elle a aussi permis en France d'une certaine prise de conscience parce que les convictions de Nicolas Hulot pour la défense de l'environnement sont connues de tous. Et malheureusement, il pointe vraiment un problème aussi de nos démocraties où des grands groupes internationaux, notamment les majors pétrolières ou gazières, en fait, ont un double voilà, il y a un double discours en fait de dire oui, le changement climatique c'est important, mais à côté ils vont dépenser des centaines de millions d'euros pour bloquer des réformes importantes pour limiter les émissions de gaz à effet de serre et continuent à financer des infrastructures gazières, pétrolières dans les pays riches qui vont nous enfermer dans une trajectoire qui n'est pas compatible avec l'accord de Paris. Les gouvernements ont du mal à résister aux groupes de pression, au lobby? Oui, effectivement. Et en fait, il y a une pression qui est plus directe. Ce qui est en train de se passer dans la rue et le pendant de la pression également des Nations Unies, parce qu'on a la chance d'avoir un secrétariat général qui est vraiment très engagé sur le climat. Et cette pression citoyenne qui vient par le bas vient justement permettre aussi aux États d'avoir des arguments face à ces lobbies. Mais le soufflet ne va pas retomber de cette pression citoyenne? Il n'y aura pas de retour en arrière. C'est impossible. Les enfants qui sont nés au XXIe siècle n'auront pas une autre chance, n'auront pas une autre planète. Donc le retour en arrière est impossible. Un mot encore, parce que je sais que vous avez beaucoup insisté pendant la COP21 sur l'aide financière aux pays les plus pauvres qui souffrent le plus souvent en premier et le plus des changements climatiques. Est-ce que l'aide promise à ce moment-là, elle est tenue, elle est financée ou pas? Malheureusement, là aussi, beaucoup de discours, mais les financements ne sont pas à la hauteur. On le sait aujourd'hui, le changement climatique, c'est l'ultime injustice. Les populations les moins responsables du phénomène sont aujourd'hui les premières victimes. Et malheureusement, il y a encore trop peu de financements qui sont alloués, notamment à l'adaptation. Donc, pour aider les populations les plus pauvres à faire face aux impacts, que ce soit les inondations, que ce soit un phénomène comme le cyclone Idai qui vient de toucher le Mozambique, le Mozambique, le Malawi et le Zimbabwe. Et on le voit bien, des populations qui aujourd'hui ne peuvent pas faire face et qu'on n'aide pas suffisamment. Merci à tous les deux. Merci Armelle Lecomte. Merci Yacine Aïd Kassi. Je signale d'ailleurs que Elix sera au cœur d'un spectacle au mois d'avril créé par la grande chorégraphe Caroline Carson. C'est à Chaillot. Ça s'appelle Seeds et c'est également sur ce thème, effectivement, pour tous les publics, parce qu'il y a quand même un espoir d'un avenir et d'un futur souhaitable. Voilà, on termine par cette note d'optimisme. Merci à tous les deux.